Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre 16e webinaire qui a pour thème collecte et analyse des preuves en audit interne. Donc, la formation sera animée par M. Bayara. Il est associé gérant du cabinet Semita Partner. Il est consultant senior en audit interne, gestion des risques et contrôle interne. Et moi-même, Souleymane Lankwande, auditeur comptable et financier du cabinet Fidali, professionnel en audit légal ou commissariat au compte, audit des associations, ONG, des projets et programmes de développement et l'audit des entités privées. Donc, je suis le modérateur de cette formation. La formation va se dérouler donc en deux phases. On aura la première phase qui sera consacrée à l'exposé des concepts clés du thème de ce soir. Et en deuxième phase, on aura des questions-réponses des participants. Donc, s'il y a des compléments d'informations ou des partages d'expérience, n'hésitez pas à poser ou bien en tout cas à apporter comme en termes de partage d'expérience. Donc, il faut dire que l'audit interne joue un rôle crucial dans la protection des intérêts de l'organisation et de ses parties prenantes. Donc, au cœur donc de la mission de l'auditeur interne se trouve donc la collecte et l'analyse des preuves qui sont en tout cas des processus fondamentaux qui permettent d'évaluer l'efficacité des systèmes de contrôle interne, de détecter les risques potentiels et de formuler des recommandations d'amélioration. Donc, voici l'intérêt en tout cas du thème de ce soir. Donc, sans plus tarder, si le formateur donc est prêt, et on va lui donner la parole pour en tout cas l'exposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lankwande. Avec votre accord, je vais commencer pour présenter ce webinaire qui porte sur la collecte et analyse des preuves en audit interne. Disons que, bon, on ne peut pas à proprement dire parler de formation si on doit se baser sur le temps imparti, si on doit se baser aussi sur la méthodologie que nous allons adopter durant cette communication. Donc, moi, je dirais tout simplement, c'est juste un workshop avec des possibilités de partage d'expérience sur la question. Donc, je dirais, je suis l'animateur de ce webinaire et accompagné par le modérateur ici présent, le frère Lankwande. Et du coup aussi, peut-être le ton à utiliser et aussi peut-être les expressions à utiliser si certaines expressions échappent à certaines personnes qui sont peut-être des fanatiques du métier sans forcément être des professionnels pour le moment. Parce que le café des alliés aussi, c'est ça l'objectif aussi, susciter l'intérêt pour les jeunes frères aussi à aimer un métier bien précis aussi et aussi à apprendre auprès des aînés. Et donc, au passage, je profite de féliciter Fidali et plus précisément l'espèce Savadogo pour cette belle initiative. Et j'ai dit, donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails sur un certain nombre d'éléments, peut-être qui devraient précéder cette phase. Mais pendant la phase des questions, d'éclaircissement, de compréhension, je pourrais être disposé à répondre à certaines questions qui permettront aux frères, aux jeunes sœurs également de mieux comprendre la problématique. Sinon, c'est comme si j'aurais sauté une partie, à savoir les différentes phases de l'audit interne et aller me focaliser sur la collecte et analyse des preuves en audit interne. Merci bien. Et ceci étant, nous allons aborder juste le plan de cette animation. Le premier point sera porté sur les généralités. Le second, quant à lui, c'est pourquoi collecter les preuves. Le troisième point, quant à lui, sera sur les caractéristiques des preuves d'audit, bien sûr. Et le cinquième du moins point sera sur les types de preuves. Et enfin, nous allons partager un peu aussi quelques bonnes pratiques à la matière. Je le dis, je le répète encore, c'est vraiment
un partage d'expérience. C'est pourquoi je dirais qu'il n'y aura pas de questions mal placées. Toutes les questions seront les bienvenues. Le partage d'expérience aussi sera bienvenu durant tout ce processus-là. Et du coup, les choses qui pourront être encore, qui mériteront du moins d'être éclaircies, n'hésitez pas. C'est vraiment l'objet même de cette communication-là. Permettre aux uns aux autres de partager leur expérience afin que ça puisse servir aussi à d'autres personnes. Il y a de ces choses, peut-être Djibril Baïla est plus à l'aise, mais par contre, Lankwandé n'est pas totalement à l'aise dessus. C'est normal. Et cette façon de mutualiser les choses nous permettront de mieux avancer. Et on ne peut pas parler des preuves d'audit sans forcément parler de ce que c'est que l'audit interne. Certes, les uns et les autres le savent déjà, mais le rappel est toujours important pour qu'on puisse avoir le même point de départ en termes de terminologie. Donc ici, selon le crypto de 2017, notamment le glossaire, il dit que l'audit interne est une fonction assurée par un service, une division, une équipe de consultants ou tout autre praticien. C'est une activité indépendante, objective, qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations. Lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribuer à créer de la valeur ajoutée. L'audit interne aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique ces processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. Dans cette définition, vous avez tous les composants nécessaires pour comprendre le métier. D'abord, c'est à la fois sur, comment dirais-je, l'assurance et aussi le conseil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que vous le savez déjà. Et sans oublier aussi les piliers sur lesquels se repose l'audit interne dans son travail quotidien, à savoir le management des risques, la gouvernance d'entreprise et le contrôle interne, dans le sens du mot contrôle interne en tant qu'un dispositif. Il y a eu une légère évolution, m'excusez, je me suis trompé, ce n'est pas 2017 cette fois-ci, 2024, qui va rentrer en vigueur à compter de 2025. Cette fois-ci, on dit encore que c'est un service de conseil indépendant et objectif, conçu pour créer de la valeur et améliorer les opérations d'une organisation. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en adoptant une pratique et rigoureuse pour évaluer et améliorer l'efficacité des processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle. Voici en quelque sorte les définitions existantes pour le moment concernant l'audit interne. Mais il faut le dire, c'est la première définition qui est toujours en vigueur. La deuxième, ne disait pas 2017 là, plutôt c'est 2024 qui va rentrer en vigueur à compter de janvier 2025. Ici, c'est de quelle preuve d'audit, de quelle preuve dont il est question ici? Il est évident qu'il y a d'autres types de preuves qui existent. C'est que vous le savez déjà, c'est ce qu'on appelle communément les preuves juridiques, qui sont différentes des preuves en audit interne. Même si dans certaines catégories de missions, il y a des similitudes, pour ne pas dire qu'il y a des similitudes, mais dans certaines catégories de missions, on est un peu en tendance à collecter des preuves plus ou moins juridiques. Je fais allusion ici quand nous sommes face à des missions d'investigation. Ce n'est pas forcément appelé des preuves juridiques, mais on a la tendance à collecter les preuves tendant vers ce sens-là. Parce que le rapport pour une mission d'investigation est un rapport très sensible et ce rapport peut se retrouver dans les mains des tribunaux, savoir des journaux, des juges du moins, et aussi des avocats pour une meilleure appréciation. Parce que souvent, ce sont des situations qui terminent dans des situations, comme dans des contextes conflictuels. C'est pourquoi, dès la collecte des preuves, on garde en tête que cette situation peut finir devant les tribunaux. Ce qui amène à être plus encore rigoureux. Je n'ai pas dit, quand c'est le cas de l'audit interne, d'être moins rigoureux, mais d'être encore plus rigoureux dans la collecte des preuves quand il s'agit de ces types de missions spécifiques, comme, à titre d'exemple, les missions d'investigation pour des cas de fraude.
Quand on parle des types de preuves juridiques, là-bas, dans leur contexte, on parlera des preuves primaires, qui sont généralement des types documentaires. On parlera également des preuves secondaires, qui sont aussi fiables, mais pas aussi fiables que les preuves primaires. On parlera également des preuves directes et des preuves indirectes, aussi appelées communément des rumeurs, et qui sont plus ou moins différentes des preuves dont nous allons parler aujourd'hui, non, concernant notre métier appelé le métier de l'audit interne. Pour toujours l'IA a retenu une définition concernant les preuves d'audit qui dit ceci, je cite, « Les informations recueillies pour étayer les conclusions et recommandations dans le rapport d'audit final sont appelées preuves. » Et du coup, ça nous fait ressortir déjà le contexte de la collecte des preuves. Nous sommes en audit interne. En audit interne, en général, il y a 3 ou 4 phases selon l'appellation. Ici, dès la préparation, bien sûr, si je ne compte pas parler sur la planification des missions, à savoir le plan d'audit, dès la préparation de la mission, on cherche d'abord à faire des tests préliminaires pour savoir connaître mieux l'environnement, à collecter les données préliminaires, à tester peut-être immédiatement, c'est des tests préliminaires également, ou à approfondir pendant la phase appelée, la terminologie varie, hein, réalisation de mission, phase terrain, phase exécution, ça dépend. Mais les preuves sont certes collectées à chaque phase, mais elles sont plus collectées pendant la phase appelée communément phase terrain ou phase exécution ou phase de réalisation. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de preuves au niveau des autres phases. Si, parce que souvent, les phases des missions me sont confondues en fonction de la nature de la mission. On peut être pendant la préparation de la mission, on a déjà des constats déjà formulés, c'est-à-dire des observations déjà suite à l'analyse documentaire, suite aux entretiens préliminaires. Il y a déjà des constats, même si pas encore validés, mais il y a des constats déjà formulés. Et du coup, ici également, de collecter de façon progressive les preuves au fur et à mesure qu'on avance. Les preuves sont donc collectées normalement sur l'ensemble de la phase de la mission. Mais on ne va pas trop parler des preuves concernées par la phase appelée suivi des actions de progrès, communément appelée suivi des recommandations. C'est-à-dire, une fois la mission réalisée, les preuves qu'il faut collecter pour s'assurer que la recommandation a été mise en œuvre, ce n'est pas forcément de ces preuves-là dont il serait question durant ce webinaire. Ceci étant, on va parler cette fois-ci du deuxième point, notamment pourquoi donc collecter les preuves. Est-ce que nous collectons les preuves parce que nous ne savons pas, parce que nous n'avons assez de temps, ou bien c'est pas obligatoire, et ainsi de suite. Je pense que cette phrase de Luigi Pirandello résume tout. Il dit que les faits sont comme des sacs. Quand ils sont vides, ils ne tiennent pas debout. C'est comme ça aussi les constats. Si vous partez faire vos constats ou les faits, vous dites, et que vous n'avez pas des éléments factuels pour soutenir ce que vous avez dit, excusez-moi, c'est comme des sacs vides. Personne ne va vous prendre au sérieux parce que ça peut tomber à tout moment. Ça ne peut pas tenir debout. Si vos constats sont facilement écrasables, pas écrasables, mais ne sont pas forcément basés sur des choses factuelles qu'on peut débattre de façon constructive, de telle sorte que si Bayala Djibril dit on a constaté des retards d'exécution ou des retards répétés au niveau de l'entité X concernant les heures d'arrivée et j'essaie de développer les risques derrière, tout ce qui va avec, je dois prouver qu'il y a vraiment des retards, de telle sorte que même si mon supérieur chargé de revue vient prendre le même document, il doit aboutir à la même conclusion. En plus de ça aussi, éviter que ce constat soit en quelque sorte, m'excusez, démenti ou écrasé par l'audité. Ça ne fait pas du tout sérieux, ça ne fait pas aussi non professionnel. C'est pourquoi, quand on formule un constat, on doit être en mesure de soutenir cette observation avec des preuves solides qui témoignent de l'existence réelle d'une insuffisance qui mérite d'être apportée une attention particulière. Et comme vous le savez, on parle
d'observation ou de constat ou d'audit qui ne sont rien d'autre que des éléments qui ont attiré votre attention quand vous étiez sur le terrain, mais quand vous faisiez du moins les vérifications. Si tel est le cas, ces constats, il doit avoir des éléments factuels pour justifier l'existence des éléments qui ont attiré votre attention. Sinon, ça devient, excusez, les juristes diront, c'est un oui-dire. C'est comme si je suis arrivé et dit, OK, telle personne ne fait pas bien son travail. Excusez-moi, ce n'est pas forcément de dire que je parle. Et je vais dire, OK, il y a un risque derrière, il y a un écart, mais sans avoir des éléments qui étayent, qui soutiennent mon point de vue sur la question. Et du coup, ça devient en quelque sorte, m'excusez pour le terme, c'est comme un travail de contremaître. Et pourtant, notre travail est plus important que ça. Nous devons aller plus en profondeur dans nos analyses. Et comme vous le savez, le constat, il est important, c'est ce qui existe. Quand vous arrivez, vous constatez ce qui existe. Pour dire qu'il y a un constat, OK, vous êtes allé, vous avez constaté à travers votre analyse, à travers la méthode d'audit que je présentais au niveau de la définition, c'est-à-dire votre méthodologie systématique là, et méthodique adoptée pour aboutir là, doit vous permettre de dire, OK, il y a un écart. Cet écart-là qu'il faut appeler le constat ou l'observation. Et sur la base de ça, il faut avoir des critères de base. Ça veut dire quoi? Il y a une situation qui devrait être. Supposons que les gens doivent venir à l'heure de travail est de 7 heures. 7 heures est réglementée à l'interne. Mais malheureusement, vous avez constaté que les gens viennent à 10 heures au détriment de 7 heures fixées. Donc, c'est ça qui devient l'écart. C'est ça qui va attirer votre attention en disant que, OK, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui devrait être. Et du coup, pour dire que c'est quelque chose, mais excusez pour le français, il faut avoir des éléments factuels pour justifier l'absence de ce quelque chose qui devrait exister ou l'insuffisance de ce quelque chose qui devrait exister pour que la pratique soit conforme, qu'il n'y a pas d'écart entre ce qui existe et ce qui devrait exister. C'est là où notre métier devient plus intéressant. On ne s'arrête pas là en général. Après, on cherche à savoir le pourquoi. Pourquoi cela n'est pas fait ainsi. Si on arrive à savoir le pourquoi aussi, on peut faire des analyses jusqu'à arriver de façon plus poussée, arriver au pourquoi premier qu'on appelle communément en audit interne, la cause primaire, ou la cause première moins de cet écart. Quand vous arrivez à connaître ça, OK, il faut aussi faire ressortir le risque sur l'atteinte de l'objectif. Parce que les risques sont associés aux objectifs. Je n'ai pas dit forcément l'objectif global, mais des objectifs non spécifiques. Quand vous faites votre préparation des missions, il y a des objectifs spécifiques qui sont dressés. Ces objectifs spécifiques sont dressés en fonction des objectifs spécifiques aussi, non, des processus à auditer. Et du coup, vous allez dire, OK, si les choses ne sont pas faites par rapport à ce qui devrait être fait, même si la cause elle est X, nous pouvons être dans une situation de la réalisation du risque Y qui peut empêcher la structure d'atteindre son objectif. Pour dire ça, il faut avoir des éléments qui soutiennent cette position, des éléments qui permettent de dire, OK, c'est vrai, l'existant est différent de ce qui devrait exister. Et c'est là que notre métier devient plus intéressant. Que ça ne soit pas, m'excusez encore, je n'ai rien contre le contremaître, que ça ne soit pas un métier de contremaître. Là où certains d'une autre époque te diront que oui, je sais déjà ce qui se passe là-bas, je peux m'asseoir dans mon bureau et rédiger le rapport. Mais excusez, ces gens n'ont rien compris sur le métier. Le métier est le plus important que ça. Il faut une analyse plus poussée, il faut une analyse objective sur les choses pour pouvoir tirer une conclusion fidèle à la situation. On n'a pas dit de juste faire ressortir le constat. Le constat, tout le monde le sait. Si les gens viennent en retard, on n'a pas besoin d'être auditeur pour savoir que les gens viennent en retard. Mais l'auditeur, lui, cherchera à savoir pourquoi les gens viennent en retard. Quel est son impact sur l'atteinte des objectifs de la structure. C'est là qu'on devient auditeur. Donc, pour le pourquoi de la collecte des preuves se retrouve dans notre capacité à justifier ce qui existe et ce qui devrait exister. Ce que vous appelez communément votre constat par rapport au référentiel d'appréciation dans votre domaine, c'est-à-dire dans votre langage. J'ai essayé d'être encore plus terre à terre pour nos jeunes frères et jeunes sœurs pour mieux comprendre. Sinon, c'est ce qui
C'est le constat ou l'observation par rapport aux critères, ou encore appelé le référentiel d'appréciation, qui peut être, j'ai des choses qui n'ont pas de sens, édicté qui peut être des critères internes. Exemple, quand vous élaborez vos procédures, quand vous élaborez vos politiques, quand vous avez vos notes internes et tant d'autres. Mais ça peut aussi être des critères externes, la réglementation, la loi, tout ce qui va dans ce sens, et aussi les bonnes pratiques sont aussi conseillées, bien sûr, mais il faut les analyser et être encore plus convaincant avec les bonnes pratiques. Donc, voici pourquoi vous devrez collecter les preuves pour étayer vos constats afin que vos constats soient réellement pointus, soient assez clairs pour l'auditer, afin que vos constats aussi ne fassent pas l'objet de contestations inutiles. Et en plus de ça aussi, afin aussi qu'on puisse avoir cette possibilité de reconstituer la situation pour aboutir à la même conclusion, c'est-à-dire ce que vous appelez communément la revue. Si vous partez en mission, et moi, je suis votre supérieur, je prends votre revue, votre rapport, du moins ça, avec tout le dossier d'audit, je ne peux pas aboutir à la même conclusion que vous, c'est qu'il y a un problème. Et nous allons passer sur les caractéristiques donc, de ces preuves-là. On nous dit tout simplement qu'une preuve d'audit doit être à la fois suffisante, fiable, pertinente et utile. Je répète, une preuve d'audit doit être suffisante, fiable, pertinente et utile. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on va parler de caractère suffisant d'une preuve d'audit? Même il y a toujours, il dit ceci, une information suffisante est factuelle, adéquate et probante, de sorte qu'une personne prudente et informée pourrait parvenir aux mêmes conclusions que l'auditeur. Le terme suffisante signifie que l'auditeur doit posséder des preuves suffisantes et différentes, mais qui sont liées de manière assez corroborée mutuellement. Cela veut dire quoi de façon dans notre jargon? On peut collecter une preuve. Les preuves peuvent être 4 ou 5 pour étayer juste un seul point. Je prends un exemple. Supposons par rapport aux heures d'arrivée en retard. Supposons que vous avez des registres d'arrivée ou bien des contrôles d'accès. Arrivée, chacun batch et rentre. Et que vous avez des heures de connexion sur vos PC. On fait un rapprochement premièrement d'abord, OK. Ben là, c'est connecté pour rentrer à partir de, je dis des choses qui n'ont pas de sens, à partir de 9 heures. Ça, c'est un élément factuel. OK. Je suis encore allé aux heures de démarrage des activités. On voit que Baella a eu accès à son système. C'est au cas par cas. Supposons que je suis caissier. Le caissier, normalement, quand il arrive le matin, il peut se connaître, il s'approvisionne, il fait tout le nécessaire, même s'il n'y a pas de clients d'abord. En entendant, il doit être prêt, peut-être, si l'heure de travail est de 8h00 à 8h00, il doit être prêt. Je me rends compte que ces appros, ces connexions à la base de données est autour de 9 heures. Ceci sont des éléments que je peux regrouper individuellement, même si je peux aussi associer des entretiens avec peut-être ceux avec qui ils collaborent ou non, les vigiles ou d'autres personnes indépendantes pour aboutir à cette conclusion. Ce sont des éléments complémentaires qui sont individuels, mais de façon regroupée, permettent de soutenir mon point de vue en disant que le caissier ou le collaborateur X vient en retard. Pas est venu, mais si ça a un caractère permanent, dans votre constat, peut-être vous allez dire, OK, monsieur X vient régulièrement en retard. Je dis des choses qui n'ont pas de sens encore. Et vous allez pouvoir le tailler en disant, durant la période tant à temps, monsieur vient en moyenne avec 1 heure de retard. Parce que vous avez fait encore une analyse derrière qui vous a permis d'aboutir à cette conclusion. Donc, cette preuve peut être jugée suffisante pour soutenir ce point d'analyse. Deuxièmement, c'est la fiabilité, le caractère fiable de la preuve. On dit non, une information est fiable
est une information concluante et facilement accessible par l'utilisation des techniques d'audit appropriées. Fiable implique que la preuve doit provenir d'une source crédible. C'est très important. Supposons que vous prenez, vous êtes arrivé, vous avez un système là où les données sont écrasées le jour. Quand vous avez fait l'analyse à l'arrêté X, parce que votre rapport est un périmètre, votre audit, c'est un périmètre, ça concerne telle période à telle période, normalement, vous arrivez à l'arrêté de compte ou à l'arrêté en fin juin. Votre analyse est basée sur fin juin. Vous tirez vos conclusions. En tant que quand vous rentrez dans le système, peut-être sur la balance, tout ce qui va avec, tout est corroboré. Vous tirez vos conclusions sur la base de ça. Mais malheureusement, le système que l'entreprise utilise ne permet pas de pouvoir venir tirer un autre jour cette même date et avoir les informations exactes. C'est la date du 30 juin, par exemple. Mais quand c'est comme ça, il faut faire une sauvegarde pour que cette preuve puisse exister. Et deuxièmement aussi, la preuve aussi doit être en adéquation avec l'objectif recherché et facilement accessible aussi. Exemple, pourquoi l'objectif recherché? Si vous devez justifier que, comment dirais-je, l'état d'une entité peut-être expose la structure au vandalisme parce qu'il y a un problème de sécurité au niveau des portes, tout ce qui va avec le gardiennage, tout. Vous m'envoyez une photo que l'enseigne est inclinée. C'est pas mauvais, mais ça ne me permet pas de tirer la même conclusion que toi. Peut-être si la photo était concentrée sur peut-être la devanture de l'entité en question ou sur des axes sensibles de l'entité, là où je peux sentir qu'il y a un problème de contrôle dans ces zones, là, au moins, on peut dire que cette preuve, elle est suffisante. Le caractère pertinent, ça revient toujours, conforte les constatations et recommandations de l'audit et répond aux objectifs de la mission. Bien sûr, si une preuve ne répond pas à l'objectif, comme je disais tantôt, la preuve peut être assez riche, on peut faire un constat avec une preuve très riche, mais si la preuve ne cadre pas avec le problème constaté, c'est-à-dire l'écart constaté, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la preuve et l'écart constaté afin que cette preuve soit pertinente par rapport au problème constaté. Et enfin, l'utilité. Une information est utile quand elle aide l'organisation à atteindre ses objectifs. L'utilité de l'information est fonction de la pertinence ou non d'information pour l'organisation. Ça revient toujours à ce que j'ai dit tantôt. Si votre constat prouve des choses qui n'apportent pas quelque chose de valeur ajoutée pour l'institution, même si vous apportez une preuve sous-jacente, ça ne sert à rien parce que le constat il est basé sur ce qui peut arriver, peut empêcher du moins la structure à atteindre ses objectifs. De façon résumée, les caractéristiques des preuves d'audit sont les suivantes. Une preuve d'audit doit être donc suffisante, fiable, pertinente et utile. Dans le même registre, on va nous parler des typologies des preuves. Cette fois-ci, ce n'est pas son caractère, mais c'est le type de preuve à collecter. Les preuves peuvent être matérielles. Vous le faites de façon récurrente. Vous arrivez, vous vérifiez, vous faites le pointage des pièces. Peut-être c'est un exemple, parce que c'est l'audit traditionnel. Peut-être c'est dépassé, mais c'est en fonction des cas, la méthode d'audit s'adapte. Vous faites le pointage, vous vous rendez compte que, OK, le contenu de la pièce comptable, il y a des pièces qui manquent à l'intérieur. Ou bien, il y a des pièces avec des éléments manquants. Imaginons que chez vous, on dit, OK, le cachet, la mention payée, la signature du caissier, signature du payeur, tout doit être figuré et le bénéficiaire doit signer pour approuver qu'il a pris. Vous avez pris la pièce, malheureusement, il y a une signature, mais il n'y a pas la signature de celui qui a pris les fonds pour attester qu'il a réellement pris ou bien pour attester celui qui a donné. Il y a un certain nombre de signatures qui manquent. C'est un constat, oui, parce que le risque est que ce n'est pas évident que la personne qui est censée être bénéficiaire du service ou des fonds concernés puisse être réellement le vrai bénéficiaire. C'est pourquoi on a mis en place ce contrôle, juger un contrôle clé peut-être sur ce processus-là. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire?
Certes, ce n'est pas un jeu de cache-cache. Il faut le faire constater par l'auditeur lui-même. Et en même temps, avoir une copie. La copie peut être numérique, elle peut être une photocopie, elle peut être juste scannée, mais ça va servir pour prouver qu'il y a eu un écart. Maintenant, tout dépend de la proportion après. Et tout aussi dépend aussi du caractère sensible. Mais ici, on ne parle pas de ça d'abord, on parle tout simplement de type de preuve à ce moment. Cette preuve peut être une preuve qualifiée de preuve matérielle. Et à titre d'exemple, en titre de définition donnée par l'IA, c'est une preuve matérielle est généralement considérée comme plus fiable que le témoignage d'une personne. Il peut s'agir de déclarations d'observateurs, de photographies, de schémas, de cartes, de graphiques ou d'autres images. Comme je le disais tantôt, tous ces éléments peuvent être qualifiés de preuves matérielles. Nous sommes dans la typologie des preuves. Et cette typologie, ça va la première catégorie appelée preuve matérielle est qualifiée parmi les preuves, la catégorie la plus solide. Et la preuve documentaire, on dit que la preuve documentaire est le type de preuve d'audit le plus courant. Elle peut être enregistrée sur des supports autres que le papier, inclus par exemple, les courriers, vous voyez un peu les courriers que nous recevons, les notes de service, les courriers électroniques, les factures ou les documents externes et les registres comptables, les flux de processus, y compris les diagrammes des circulaires. Tous ces éléments sont qualifiés de preuves documentaires. Donc, vous voyez directement qu'une preuve documentaire peut, dans certains cas, être une preuve matérielle aussi. Nous avons les déclarations. C'est l'évaluation. L'évaluateur peut utiliser une plage d'évaluation trop réduite, être trop indulgent ou trop sévère. On dit la preuve analytique, c'est quoi au juste? C'est quand nous sommes dans un contexte, là où vous faites vos analyses. Exemple, on est arrivé, on dit l'institution a perdu la croissance, la marge bénéficiaire de l'institution X est inférieure à la croissance du marché. De prime abord, il y a un risque. Et le risque est que l'entreprise perd sa part du marché. Si le marché croît plus vite que notre croissance en elle-même, il y a une possibilité que nous perdons une marge du marché. Mais ceci, en général, c'est lié à votre analyse. Ce n'est pas des preuves qui sont là au sein de l'institution. On peut prendre comme ça et puis tirer une conclusion. Vous avez fait une analyse peut-être tendancielle avec vos données et tant d'autres, et vous avez abouti à cette conclusion. Ces preuves également peuvent servir d'éléments factuels pour apprécier. Il y en a beaucoup aujourd'hui quand vous utilisez l'analyse des données. Vous pouvez analyser la croissance, l'évolution de la situation par rapport à une autre situation, ainsi de suite. Exemple, quand je prends dans le domaine des institutions financières, vous pouvez analyser l'évolution, à titre d'exemple, de portefeuille à risque, c'est-à-dire de votre créance non recouvrable, qui soit en difficulté, du moins en souffrance, par rapport à l'évolution de vos octrois de crédit. Sur une période, si cette croissance est assez importante par rapport à la croissance de votre capacité à octroyer, à l'évolution de votre encours crédit, il y a un risque derrière. Donc, toutes ces preuves sont purement des preuves analytiques et qui sont aussi valables que les preuves documentaires comme les preuves matérielles. Tout ceci permet d'aboutir à des conclusions, de soutenir des conclusions solides. Nous allons à présent parler un peu de quelques bonnes pratiques à la matière. Comment collecter de façon efficace ces preuves? Pour collecter de façon efficace ces preuves, il est très important d'avoir un dossier d'audit. Malheureusement, m'excusez encore pour ce que je vais dire, en général, on prépare très peu les missions d'audit. Et troisièmement, c'est que nous-mêmes nous partons constater sur le terrain se retrouve chez nous dans notre pratique. On arrive chez le client, quand chez le client,
bien sûr, c'est à l'interne, mais dans notre sens, l'audit interne, notamment dans le cas des missions d'assurance, vous vous rendez compte que le dossier qui doit comporter peut-être 10 pièces, le bordereau de paie, la copie du chèque, la facture, le bon de commande, tout ce qui va avec, vous vous rendez compte que certaines pièces ne sont pas à l'intérieur. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas collecté ces pièces. Ces pièces ont été collectées. Mais malheureusement, la conservation cause problème. Pendant vos mêmes fouilles, vous partez tomber sur le bon d'une facture associée à une facture X dans un autre dossier d'un fournisseur Y. C'est la même chose que vous faites souvent. Si on n'arrive pas à constituer un dossier d'audit dès le départ, de telle sorte qu'on sait, OK, les données prises ou les documents pris avec l'audité sont rangés dans cette section. En général, un dossier purement numérique est très important, que je recommande, et avoir une méthodologie de notation ou pour ne pas dire de référencement de ce dossier. OK, les dossiers collectés sont rangés ici. OK, les analyses préliminaires sont rangées ici. OK, le rapport en fonction des différentes versions sont rangées ici. OK, les preuves sont rangées là. Et aussi, avoir un mécanisme associé, il serait très, très, très difficile de vous retrouver avec des preuves assez ordonnées. Il fait mal souvent de voir un constat numéro 1. Je demande où se trouve la preuve. Il faut fouiller parmi toutes les preuves pour aller trouver, non? La preuve soutient le constat numéro 1. Ça ne fait pas joli. On doit avoir une méthode appropriée dans la constitution même de notre dossier d'audit, de telle sorte que ces preuves puissent être de façon archivées de façon chronologique afin qu'on puisse non, retrouver facilement ces preuves par rapport au constat concerné. Il y a aussi avoir cette capacité, si possible, à chaque constat ou observation d'audit, tout dépend de l'appellation, avoir au moins une preuve. Comme je le disais tantôt, les preuves peuvent être 10 pour soutenir juste un seul constat, mais au moins une preuve qui soutient ce constat. Il est évident, on va me demander, OK, mais est-ce que les constats qui sont nés suite aux différents entretiens, parce que souvent, suite aux entretiens, on peut aboutir au constat. Ça arrive. C'est ce qu'on appelle les déclarations, les preuves basées sur les déclarations. Les preuves basées sur les déclarations ici, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, dans les environnements matures, moi, personnellement, je conseille vivement que ces entretiens soient validés à la fin. Cela veut dire quoi? Quand vous finissez de faire la synthèse de votre entretien par rapport à ce que vous et l'audité vous avez dit et les constats qui en ressortent, faites valider ça par l'audité. Quand c'est validé, il y a plusieurs manières de valider. Il y en a qui le font par mail. Il y en a qui le font, la validation de ces synthèses-là, par écrit même sur le document final. Et puis après, faire l'objet après de scannage ou d'archivage pour soutenir son constat. Pour ceux qui utilisent plus les frappes, ou sinon, même si les frappes, c'est en fonction des contextes, moi, personnellement, je recommande ça en fonction des contextes, l'usage des frappes. C'est-à-dire, pas les utiliser face à chaque constat. Personnellement, je ne le conseille pas trop. Mais, quand c'est les entretiens, il faut formaliser les entretiens. C'est très important. Pour éviter que demain, le même, comme je disais tantôt, ces preuves classées de la catégorie déclaration là, sont en général moins solides et elles sont un peu elles sont facilement contestables. Mais il faut les matérialiser pour les rendre encore plus solides. Il y a les outils appropriés aussi de la collecte des preuves. Je prends un exemple, m'excusez encore les auditeurs. Aujourd'hui, moi, je dirais que ce n'est pas concevable qu'un service d'audit puisse encore se retrouver avec les machines bureau. Vous partez en mission, vous prenez vos feuilles et tant d'autres, vous partez recopier sur des feuilles comme si nous étions encore au XVIe siècle. Ce type d'audit, excusez-moi, est complètement dépassé. Même si malheureusement, il y en a qui continuent toujours avec cette méthode de vérification. Au minimum, c'est d'avoir des PC, des ordinateurs portables que vous promenez partout avec vous, faire vos analyses.
et aussi avoir des outils aussi de collecte de ces preuves-là. Les preuves dont vous n'avez pas besoin de transporter physiquement, vous scannez tout simplement. Vous pouvez avoir des mini-scanners. Aujourd'hui, les téléphones aussi sortent avec les outils appropriés, mais c'est bon d'avoir vos mini-scanners qui vont avec. Quand vous avez une preuve scannée, vous archivez directement dans votre base de données. Pour ceux qui ont des espaces partagés, et en même temps, vous construisez votre dossier au quotidien. Je connais des structures là où c'est obligatoire. Tu peux même saisir ton rapport si ce n'est pas dans leur zone de travail. Tu ouvres ton dossier dans la zone de travail, même si tu es hors du pays, tu travailles dans l'espace. C'est-à-dire ton supérieur, même en étant, comment dirais-je, au siège, peut savoir exactement ce que tu as fait durant la journée. Et peut même corriger tes constats ou tes analyses à distance parce qu'il a accès au même dossier que toi. Donc, ici, il sied également d'avoir des outils qui vont avec, certes, le gros problème avec l'audit interne, c'est que souvent, nous sommes un peu incompris par les managers. Donc, ça vous de faire un effort aussi, non, de convaincre ces managers afin qu'ils puissent connaître l'importance de votre activité. Et cette importance aussi, non, relève aussi, non, de la qualité de ce que vous apportez à ces institutions-là, de votre rapport. Si vos constats sont des constats, m'excusez, et vos recommandations sont des recommandations et des constats qui n'apportent pas de la valeur ajoutée à l'institution, je suis désolé aussi, on ne va pas vous prendre au sérieux. Si vous passez votre temps à répéter les mêmes constats sans faire des analyses poussées pour voir en quoi ça peut les pistes de solutions pour une meilleure, comment dirais-je, pour un meilleur fonctionnement de l'institution, je suis désolé, on vous verra comme étant des centres de coûts, excusez-moi pour le terme, et non pas des centres qui apportent de la valeur ajoutée à l'institution. Mais il est d'avoir des outils appropriés pour la collecte des preuves de façon progressive. Vous allez voir nos aînés, même avec des appareils photos souvent, pour faire des photos de certains endroits. Je prends un exemple. Vous arrivez, vous dites que la salle d'archives, les pièces, les feuilles sont versées partout, l'organisation n'est pas bonne, il y a un risque de destruction des pièces en cas d'inondation et tout ce qui va avec. Essayez pour une telle situation de prendre des photos sur plusieurs angles pour soutenir ça. Mais si vous avez un téléphone même qui fait photo, excusez pour le terme, la photo est plus noire même que, je ne sais pas, ça ne peut pas être une preuve aussi solide. Mais imaginons que vous avez des outils appropriés, une caméra numérique, comment dirais-je, la caméra photo numérique appropriée pour faire ce type d'activité. Donc, les outils ne seront pas identiques d'une équipe d'audit à une autre, mais ça sera en fonction également aussi non, de l'équipe d'audit. Mais ici, il est important d'avoir des outils appropriés pour la conduite de vos missions et aussi pour la collecte de vos preuves d'audit. Enfin, le quatrième élément que je trouve très important aussi, c'est d'avoir une procédure d'archivage. Oui, c'est assez triste de le dire. On voit dans certaines entités, après l'exécution de la même mission, peut-être même au prochain ou la prochaine mission, au cas où la mission a été réalisée une année après, on a des difficultés pour trouver même, comme on dirait d'autres même la version finale du rapport, même fait cause pour l'un, n'en parlons pas, de toutes les pièces ou les preuves qui avaient été collectées pour soutenir ces constats. Certes, on n'a pas du tout conservé, il y a ces choses, à la fin, on n'en a pas besoin, on peut détruire. Mais les éléments importants qui ont permis de soutenir nos constats dès le départ, qui permettent de dire, OK, on a conclu que ces éléments doivent être conservés et conformément à la procédure de conservation de la maison. Et cela est très important. Mais si malheureusement, d'une mission à une autre, ou bien au bout d'une année plus tard, si on doit revenir sur cette mission, ça devient des questionnements à ne pas en finir. Ça ne fait pas trop joli de la part de notre profession. Parce que c'est ce que nous constatons souvent sur le terrain au niveau des audités et malheureusement, qui se retrouvent être nous-mêmes, nos pratiques de façon quotidienne au niveau de nos collectes de preuves. Voici ce que j'avais à dire sur la question, sur la collecte et l'analyse des preuves. Je sais qu'il y a des axes qui méritent plus d'approfondissement, notamment même le rapport à lui-même, l'évolution des normes, la formulation même des constats, qui est très important, et sans oublier également la démarche même méthodologique d'audit interne. Vous m'excusez, malheureusement, de mon constat personnel, les gens, en général, les auditeurs restent plus théoriciens à la matière.
Ça fait qu'ils n'ont pas une méthodologie appropriée souvent pour aboutir à des conclusions plus fiables pour les structures à question. Peut-être dans le futur, on aura cette opportunité également d'animer des webinaires sur ces questions. Mais pour ce soir, je reste disponible pour les éléments de complément. Je disais tantôt également que Lankwande, I'm sorry pour le retard. J'étais un peu bavard sur des aspects que je pensais que ça pourrait aller plus vite. Merci bien, Lankwande. Ok, merci à M. Bayala pour le brillant exposé, la qualité de la présentation qu'il vient de faire. En résumé, le formateur donc, est revenu sur les généralités donc, de l'audit interne, en tout cas tel que conformément aux orientations ou aux stipulations donc, du cadre de référence international des pratiques professionnelles de l'audit interne, qui est le CRIP. Donc, il est revenu aussi le pourquoi collecter les preuves, quelle est l'importance de collecter les preuves en matière d'audit interne et les caractéristiques des preuves d'audit. Quelles sont les caractéristiques des preuves qu'il faut collecter et les types donc de preuves, et il a donc en proposant donc quelques bonnes pratiques. Donc, sans plus tarder, nous allons donc donner la parole à ceux qui veulent poser donc des questions. Moi, je suis Joseph Zongo, et je suis auditeur interne dans une institution de microfinance. Je voulais demander à l'ambassadeur M. Bayala, en ce qui concerne les missions d'investigation, est-ce que c'est un peu de ça? Parce que je viens de rentrer dans le métier. Voilà, il y a la théorie qui est là et puis il y a la pratique. Donc, pour une mission d'investigation, il ne sait pas. Est-ce que, à la base, on part sur des constats ou bien, bon, en tout cas, je ne maîtrise pas trop le domaine-là. Ok, Zango, je comprends votre préoccupation. En réalité, il y a un minimum, excusez, comme chaque métier, il y a un savoir-faire qui est très important pour ce qui concerne les missions d'investigation. Vous parlez de la microfinance, que je connais plus ou moins bien le secteur. C'est un secteur qui est assez confronté au profil de fraude de façon répétée. Et parce que tout même dépend déjà de la nature des activités de ce secteur aussi, qui l'expose plus à cette catégorie de risques-là. Donc, pour conduire une mission d'investigation, il y a une approche à adopter qui est différente, plus ou moins différente, à l'approche des missions d'audit ordinaires. Parce que, comme je le disais, j'avais fait une petite ouverture sans rentrer dans les détails. Dans la démarche, vous devez toujours garder en tête une chose. Le rapport que vous allez rédiger là serait ou pourrait être utilisé devant les tribunaux. Peut-être vous-même, on pourrait vous convoquer devant les tribunaux à venir défendre votre rapport. Parce que votre rapport pourrait être à l'origine d'une sanction quelconque d'un collaborateur. Et ça peut être le licenciement, ça peut être même la convocation de ces derniers devant les tribunaux. Donc, c'est pourquoi je vous dis ceci. Quand vous conduisez ce type de mission, il faut être assez prudent. Très, très, très prudent. Parce que la méthode, la démarche méthodologique est particulière. Je ne sais pas si on a un webinaire sur ces questions, mais même dès les entretiens, la méthode d'entretien, il y a ces choses à ne pas faire. Donc, comment tester les données, comment collecter les preuves, la rédaction du contenu du rapport. Ce n'est pas un rapport là où vous rédigez, vous faites ressortir, comment dire, la faiblesse de l'institution qui a servi, comment dirais-je, à la personne, si vous me permettez l'expression un peu cruciale, mais au fraudeur de pouvoir passer. Non. Si vous rédigez un tel rapport dans ce sens, ça cause problème. Donc, du coup, il y a une démarche appropriée. Je ne sais pas si le temps nous permettra de rentrer dans les détails, mais même le style rédactionnel, même, comment dirais-je, le faire, c'est pourquoi là, vous avez engagé la mission là. Il faut que cette chose soit interdite à l'interne. Ou il y a quelque chose de façon formelle qui interdit cette pratique de la personne. C'est engagé dedans.
Donc, il y a un ensemble de choses qui doivent ressortir dans le rapport. Mais en général, il est fortement recommandé aussi, à la fin de ce rapport, qu'on appelle rapport global d'investigation, de rédiger un autre rapport en parallèle, qu'on appelle le rapport d'évaluation du dispositif de contrôle interne. Ce rapport a pour objectif, non, de permettre de savoir le pourquoi et qu'est-ce qui a permis aux fraudeurs de pouvoir exploiter cette insuffisance-là. Et ce rapport vous permet de mettre en place des nouveaux contrôles, parce que les contrôles existants ont été défaillants, ce pourquoi il y a eu la réalisation d'une fraude. Mais ce rapport est interne, il n'appartient qu'à la maison. Par contre, le premier rapport, il est rédigé dans l'optique que ça peut être utilisé par des personnes externes, en commençant par les tribunaux. En général, ceux qui réclament ce rapport, c'est l'inspection du travail. Vous savez, c'est tellement récurrent. Au Burkina, c'est très, très récurrent. Donc, du coup, je ne sais pas si mes éléments de réponse sont assez satisfaisants, mais c'est un ensemble de choses, c'est beaucoup de choses que je ne saurais par où commencer pour vous expliquer tout immédiatement dans ce webinaire, parce que ça peut me faire, pour ne pas dire, mais ça fait souvent l'objet des formations de 5 jours. Monsieur Zongo, peut-être vous pouvez passer par le cabinet également pour des échanges en parallèle, pour avoir plus d'informations. Je serai à vous accompagner pour plus d'éclaircissements. Merci beaucoup. Merci à Bayala. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a toujours des questions. Il y a mademoiselle ou madame Voudounou qui a levé la main. Donc, mademoiselle Voudounou, vous avez la parole. Ok, merci Monsieur Lankwane pour la parole. Je salue Monsieur Bayala et je le remercie pour cette belle présentation. En fait, en présentant tout à l'heure, vous avez parlé d'outils de collaboration. Ce n'est pas nécessairement une question en lien avec le thème, mais je voudrais savoir si vous avez des propositions en termes d'outils de collaboration à l'occasion de la réalisation de nos missions. Merci. Je n'ai pas très bien cerné. C'est les outils de collaboration dans... Je n'ai pas bien cerné bien la question, s'il vous plaît. Vous pouvez m'apporter plus d'éléments d'éclaircissement? D'accord, je reprends. Tout à l'heure, vous avez dit, ça c'était au moment, en parlant de la collecte des preuves ou de l'analyse des constats. Vous aviez dit que le supérieur, déjà depuis son lieu de travail, pouvait aider son collaborateur dans l'analyse des constats et corriger et voir, suivre au fur et à mesure de l'évolution de la mission, les travaux. Donc, ça se fait avec des outils de collaboration. Je voulais savoir si, dans l'exercice de vos fonctions ou à l'occasion de la réalisation de vos missions, il y avait des outils qui étaient, plus conseillés ou plus performants ou que vous pourriez nous conseiller. Ah, ok. Merci bien, merci. En fait, il y a plusieurs outils. Il y a des outils que les gens développent, qu'on appelle comme les outils maison. Même quand vous prenez aujourd'hui ceux qui utilisent Google dans l'espace partagé, si vous avez des licences appropriées à un niveau convenable, je connais un grand cabinet avec qui je collabore. Chez eux, c'est ça qu'ils utilisent. Tous les documents sont ouverts dans leur espace. Les dossiers sont créés de façon progressive. Si c'est les dossiers open à plusieurs personnes, non, open restreint, tout est là-bas. Tu n'as pas le droit d'ouvrir un dossier d'émission en étant sur ton bureau. Je les accompagne sur des missions thématiques, notamment sur les évaluations des risques avec certains bailleurs et tant d'autres. Chez eux, c'est comme ça. Quand tu travailles avec eux, tu crées ton dossier, tu as l'obligation de mettre le dossier de telle sorte que tes constats, tes formulations, tes preuves collectées, tous ces éléments, le monsieur il est assis à Londres ou à quelque part, je ne sais pas, au Maroc ou par-ci, par-là, il a accès à tes données à temps réel. Donc, mais j'utilise plus les outils de Microsoft. Il y en a aussi qui utilisent les outils de Google aussi. Et pour ça. Mais pour les institutions financières, notamment les banques et tant d'autres, certains ont des solutions purement maison aussi, de développement interne, qui les permettent de faire
de travailler dans ce sens-là. Voilà. Ok, merci pour la réponse. Merci. Il y a toujours des questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons donc conclure. Donc, il y a M. Yannick Rachid Kiki qui a soulevé la main. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette contribution, c'était vraiment intéressant. La question que je voudrais savoir, puisque le communicateur a beaucoup parlé d'audit, bon, moi, apparemment, il y a plusieurs formes d'audit. Le médecin s'explique souvent quoi? C'est des audits comptables, mais c'est toutes les formes d'audit de façon générale, qu'il a eu à expliquer. Parce qu'il y a des audits de stratégie, il y a des audits opérationnels, il y a beaucoup de sortes d'audits, mais je ne sais pas, c'est tout ce qu'il a eu à dire, c'est audit comptable, mais ça regroupe toutes les audits qu'on peut avoir à faire. Merci. J'avais essayé de situer le contexte dès le départ. Je disais que nous sommes dans le contexte de l'audit interne. Je ne sais pas si M. Yannick est dans le domaine du métier ou pas. Yannick? Ok, donc bon, au début, j'étais pas, j'ai pris en cours. Ah, ok. Sinon, c'est l'audit interne dont il est question ici. Et du coup, quand vous parlez de l'audit de stratégie, l'audit comptable et tous ces éléments, je ne saurais pas dire, même si ce que vous venez de citer font partie des processus de l'entreprise en question, ça concerne tout. Comme vous le savez, l'audit interne est basé, la pratique, c'est purement sur l'ensemble des processus existants. Peut-être aussi, s'il y a assez de fanatiques, si vous me permettez l'expression, de l'audit interne sur cette plateforme, peut-être un jour viendra, on pourra faire l'historique un peu du métier. Qui est né réellement né depuis 1941, mais qui existait depuis l'Antiquité, qui a évolué dans le temps aussi. Dès le départ, c'était purement comptable, comme il le disait tantôt, c'est-à-dire dès sa première forme, autour des années 1941, c'est-à-dire la forme formalisée, excusez-moi pour la tautologie, c'était purement comptable. Mais au fur et à mesure dans le temps, ça a évolué, notamment la réforme des années 70 et la réforme des années 99 fortement marqué ces métiers, qui est plus maintenant basé sur les risques et aussi basé sur les processus. Et du coup, m'excusez encore pour le terme, ceux qui restent toujours dans le format audit, juste sur le contrôle, c'est dépassé. Donc, Yannick, la méthode, c'est purement sur les processus. Les processus que vous connaissez qui peuvent exister au sein d'une entreprise. L'auditeur doit être en mesure de conduire une mission sur ce processus-là. Je ne parle pas trop des entités, je n'aime pas trop l'audit basé sur les entités parce que ça a des limites souvent, même si je ne suis pas complètement contre, mais ça a des limites. Mais par contre, quand c'est basé sur les processus, c'est encore plus efficace. Effectivement, vous avez touché du doigt quelque chose, puisque les entreprises sont un peu récitantes parce qu'à chaque fois quand on les conseille sur faire des audits pour voir leur performance. Bon, ils sont un peu réticents. Ils disent que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que les auditeurs souvent ils font ressortir dans certaines entreprises, ce n'est pas palpable. Donc, il n'y a pas une valeur ajoutée. Ils ne savent pas comment le mettre en pratique. Bon, en tout cas, ça demeure un véritable problème. Bon, je ne sais pas si c'est lié aux auditeurs ou bien c'est quand ils font l'audit, ils ne prennent pas d'aller juste. Ils donnent des résultats qui ne sont pas praticables. Le manager ne bénéficie pas de quelque chose. Merci Rachid. Oui, Rachid, m'excusez, je n'aime pas trop le vouvoiement. Je profite en même temps de dire aussi, c'est là où nous devons apporter de la valeur à nos entreprises. Et cette valeur ne sera pas apportée si on n'est pas en mesure d'apporter de la valeur. Cela passe par la formation, cela passe par la compétence. Mais si on prend notre métier comme étant n'importe quel métier, le peu qu'on a appris à l'école ou le peu qu'on est passé par le cabinet, parce qu'en général, on passe par le cabinet, on sort, on pense qu'on est déjà prêt. Et c'est une insuffisance. Ou bien j'ai un gros diplôme à quelque part, appelé le master, je pense que je suis déjà un dieu dans le domaine. Et pourtant, la formation, elle est continue. Il y a même la personnalité, tout compte. La manière de changer les mentalités. Parce que l'auditeur doit apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut connaître réellement le contexte. Les gens qui programment des missions dans le temps de préparation est d'une journée ou 2 jours et le temps d'exécution est de 20 jours. Mais ça n'a pas de sens. Parce que ça devient comme... Voilà, il y a un ensemble de choses pareilles comme ça et qui dévalorisent le métier.
C'est pourquoi il nous convient, il nous revient en quelque sorte aussi de chercher à mieux connaître ce métier, à se former dans le sens même pour mieux cerner la problématique. Peut-être vous avez ouvert une parenthèse qui m'amène à parler encore. Même quand vous regardez nos formations sur l'audit interne, ça laisse à désirer. Quand vous regardez les recrutements, on lance un recrutement, on cherche un auditeur interne, on a l'impression que c'est un comptable qu'on cherche. Ceux même qui écrivent même les fiches de poste ne savent même pas ce que c'est. M'excusez pour le terme, je pèse mes mots. Donc, il y a un ensemble de choses que je pense, vous qui êtes ici et vous qui êtes passionnés par ce secteur, vous devrez aller au-delà de ça, chercher à connaître réellement le métier, vous former réellement pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée à vos institutions. Au lieu que ça soit juste, m'excusez encore pour le terme, de l'audit de contremaître, m'excusez, c'est que tout le monde voit, c'est ça que vous allez constater. À un moment donné, même vous jouez même aux gendarmes au sein des structures. Quand les gens sont en train de poser, quand vous passez, même les gens se taisent. Je suis désolé, cette forme d'audit est dépassée. Vous n'êtes pas des gendarmes ou des inspecteurs entre griffes. Vous êtes là pour apporter, comment dirais-je, de la valeur à l'institution. Vous apportez une assurance au degré de maîtrise. Votre travail doit permettre d'améliorer les processus mis en place et non pas le contraire. Bref, et Lankwane, I'm sorry, je suis un peu sorti hors du sujet, mais ça nous revient, nous, d'abord, en tant que professionnels, de valoriser ces métiers. Sinon, ce n'est pas les managers seulement qui vont nous prendre au sérieux si nous-mêmes, on n'arrive pas à être convaincants. Même si je suis d'accord qu'il y a un problème de maturité d'abord en termes d'approche basée sur les risques, en termes de critique des risques, en termes de critique de contrôle pris de façon globale dans nos univers. Ok, M. Bayala. Il y a un participant qui a posé une question sur le chat, donc en disant que la collecte et l'analyse des preuves en audit interne peuvent être entravées par des contraintes comme le volume élevé d'informations, la diversité des sources de données ou la résistance des parties auditées. Ces obstacles augmentent le risque de conclusions biaisées ou incomplètes, compromettant ainsi l'efficacité de l'audit et sa capacité à apporter une valeur ajoutée à l'organisation. Donc, sa question, quels sont les outils et technologies innovants que l'audit interne peut exploiter pour surmonter ces défis? Voici sa question, M. Bayala. Okay. Merci beaucoup. Ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est vrai, même l'audit, même quand vous lisez les normes, a déjà prévu ça. Mais vous devrez mettre en place une méthode qui vous permette d'aboutir à une conclusion plus ou moins fiable à la situation. C'est une assurance que vous apportez. Et c'est une assurance raisonnable. Les normes ont déjà prévu toutes ces situations. Il y a une chose aussi qui est très importante aussi. Chaque constat ou chaque situation mérite une approche appropriée au contexte. Vous ne devez pas avoir des techniques d'audit génériques partout. Si vous êtes dans un environnement purement digital, vous n'allez pas me dire non, que vous allez pointer les pièces. Je suis désolé. Il va forcément avoir des outils purement d'analyse des données. Aujourd'hui, il y a des outils d'analyse des données assez solides qui existent. Exemple, vous prenez IDEA. IDEA, c'est un outil très moins cher et très adapté pour automatiser beaucoup de contrôles. C'est IDEA. C'est purement l'analyse des données. Vous comprenez? Il y a des outils, même les gens même utilisent des outils de BI là, de façon appropriée pour automatiser certaines données, certains contrôles. Je prends encore à titre d'exemple, même le data warehouse aujourd'hui qui est en train de rentrer un peu en vigueur un peu partout. Il y a des structures qui ont compris, qui utilisent pour automatiser les contrôles. Vous écrivez vos contrôles, mais tout commence par la connaissance déjà du métier. Moi, je prends tout par de là. Sinon, même si on vous donne tous les outils informatiques nécessaires derrière pour conduire vos missions, il est convaincu. Si vous-même ne connaissez pas réellement le métier, vous n'allez pas aboutir aux résultats. C'est ça. Même si tu me donnes un véhicule de dernière génération, si moi, Djibril Bayala, je ne sais pas conduire un véhicule, je ne sais même pas sur le tableau de bord de rouge X, Y, Z me dit quoi, et je vais bousiller ton véhicule en un temps. Le véhicule sera utilisé pas de façon optimum. Donc, tout part de là. Connaissez d'abord le métier. Les outils, il y en a énormément. Mais les outils aussi sont à acquérir en fonction de votre environnement, en fonction de votre contexte de travail. Même Excel, tout simplement. Je prends un exemple. Souvent, pas trop loin. Dans les environnements moins complexes, si vous avez conçu des outils Excel sur chaque processus d'audit
assez appropriés, ça vous permet de faire un travail énorme. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la complexité de l'environnement accessible, le nombre important de données. Oui, je suis d'accord. Le nombre important de données, c'est un nombre important. C'est bon d'avoir des logiciels. Souvent, ce n'est pas l'effort qui est rémunéré, j'aime le dire, mais c'est le résultat. Aujourd'hui, des outils appropriés, comme je le disais tantôt, les outils d'audit même qui sont là, même si c'est un peu cher, c'est moins utilisé dans nos zones, mais des outils qui permettent de segmenter les choses. C'est pourquoi je parlais des outils de suivi, des recommandations aujourd'hui qui existent. D'autres même les développent à l'interne. Certains ont des outils pratiques pour l'analyse des données. Certains ont des outils même de contrôle à distance, comme ceux qui sont dans les institutions financières. Ils automatisent un nombre important de contrôles, de telle sorte que ces contrôles permettent maintenant de faire des vérifications dans ces zones, parce que c'est basé sur les risques. On se comprend. Donc, celui ou celle qui a posé la question, je suis d'accord avec lui ou elle, mais ce qui est plus important, il doit savoir, tout part de la connaissance réelle du métier. Donc, je l'invite au cas où il maîtrise, de toujours continuer encore à s'améliorer. S'il ne maîtrise pas, d'encore aller à l'avant dans l'analyse de la compréhension réelle du métier. Et là, il saura, en fonction de son métier, en fonction de son environnement, quels sont les outils appropriés. Mais sinon, calquer les outils souvent, m'excusez pour le terme, ce sera juste des outils pour des outils, mais ce ne sera pas étudié de façon optimum. C'est ce que je pourrais ajouter à sa préoccupation. Merci beaucoup à M. Bayala. Vos questions ou vos partages d'expérience sont toujours attendus. S'il y a toujours des questions ou bien des compléments d'information ou de partage d'expérience, M. Bayala, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je ne vois plus de, en tout cas, de main levée. Je pense que nous pouvons conclure. Hein. Ok, bien noté, bien noté. Ok, donc nous disons merci à M. Bayala pour la qualité donc de la présentation et son partage, en tout cas, d'expérience. Je pense que nous avons beaucoup appris et aussi les participants aussi ont beaucoup, en tout cas, posé des questions qui ont en tout cas permis à d'autres, en tout cas, d'avoir des notions sur certains points. Donc, nous invitons également aux participants à, en tout cas, à suivre nos webinaires qui se déroulent généralement les vendredis ou en tout cas les samedis. Donc, Monsieur Bayala, vous pouvez donc conclure. Merci beaucoup. Je dis encore merci, merci au cabinet. Je profite encore de dire aux jeunes frères et également aux confrères, ceux qui sont passionnés par le domaine de l'audit interne. Il y a une formation que je les inviterai, ceux qui visent encore loin, excusez-moi pour le terme, la formation CIA, Certified Internal Auditor, et je sais de quoi je parle, c'est une formation très riche, très approfondie. Je vous invite, ceux vraiment qui souhaiteraient faire carrière en audit interne, je vous invite à vous intéresser, à faire plus de recherches sur cette formation. Et ça pourrait vraiment être un pas. Mais excusez encore, il y a des choses que j'aime dire à certaines personnes qui blessent. Il y en a qui ont tenté et n'ont pas pu, mais le fait de m'avoir tenté, ça permet de comprendre mieux leur métier. Mais je ne dirais pas à vous d'aller tenter. Non. Allez-y faire cette certification. C'est une certification internationale et je dirais que c'est la principale certification en audit interne que je vous conseille vivement à peut-être à vous intéresser. Ça vous permettra de mieux aussi connaître le métier. Je dis encore merci à Fidali pour cette belle initiative. Et du coup, je reste disponible au besoin. On peut toujours échanger en off, comme on aime le dire dans le jargon. Merci et bon week-end à tout le monde. Monsieur Bravo, vous pouvez conclure. Merci beaucoup, Monsieur Lankwane. Merci également à Monsieur Bayala pour cette brillante présentation. Donc, nous arrivons à la fin de ce 16e webinaire. Nous vous remercions pour votre attention, pour les questions et les apports que vous avez eu à apporter. Votre participation active, c'est ce qui rend que nous avons déjà, nous sommes à notre 16e webinaire et la semaine prochaine, nous aurons notre 17e webinaire. Merci beaucoup pour votre intérêt et votre fidélité. Donc, nous sommes ravis de vous annoncer que la semaine prochaine, on aura notre 17e webinaire dont le thème sera l'intelligence artificielle au service du portable.
une association, une occasion idéale pour explorer comment les outils IA peuvent transformer votre métier et optimiser vos pratiques professionnelles. Donc, merci beaucoup et nous vous attendons nombreux la semaine prochaine. Bon week-end. Merci, bonne soirée.